Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour à tous. Comme c'est le cas tous les ans en septembre, cette émission est destinée à présenter les activités de l'association Philopop, association populaire de philosophie du Havre, ainsi que le programme qui sera le sien en cette saison 2022-2023. Philopop a été fondée en 2007. Elle entre donc cette année dans sa 16e année d'existence. L'association dispose d'un site internet dont vous trouvez facilement le lien. Vous le trouverez notamment grâce au podcast de cette émission sur le site de Radio Westrack. En quelques mots, quelles sont les activités de Philopop? Où ont-elles lieu? Selon quelle fréquence? Et comment y adhérer? Philopop organise régulièrement des séances de philosophie. En moyenne 2 fois par mois, hors vacances scolaires, au lycée Claude Monet du Havre, à partir de 20h30 jusqu'à 22h30, selon un calendrier fixé par avance et validé par le conseil d'administration du lycée et la région. Parallèlement à ces séances, Philopop intervient régulièrement, 1 fois par mois, en principe, chaque dernier dimanche, dans une émission, les rendez-vous de Philopop, qui passe à 17h sur Radio Westrack. Cette émission est le moyen de montrer surtout comment la lecture d'une œuvre philosophique peut contribuer à réfléchir sur une question d'actualité. Les émissions des rendez-vous de Philopop sont podcastées et vous pouvez les réécouter sur le site de Westrack. Elles sont accompagnées d'un plan destiné à en faciliter l'écoute. Mais aujourd'hui, en ce mois de septembre, il s'agit pour moi de vous présenter brièvement le programme des séances qui se tiendront au lycée Claude Monet. Je vous indique les 3 premières séances. La première aura lieu le jeudi 22 septembre, la deuxième le jeudi 6 octobre, la troisième le mardi 18 octobre. Chaque séance dure au maximum 2 heures. Le conférencier parle au maximum 1h30 et 1 demi-heure au moins est réservée en fin de séance à une discussion. 2 jours avant chacune des séances, le plan de la séance est adressé aux adhérents par Internet et celui-ci est distribué avant de commencer la séance avec quelques extraits des textes sur lesquels elle s'appuie. Ce dispositif est bien sûr destiné à faciliter l'écoute et à rendre les séances plus accessibles. Si un adhérent n'a pas pu suivre une séance ou s'il veut simplement la réécouter, il peut aisément accéder à son enregistrement car, évidemment, les séances sont enregistrées. La discussion qui a lieu en fin de séance peut se poursuivre par Internet, sur le forum de l'association. Le conférencier peut ainsi revenir sur un point mal compris, répondre à une objection, compléter ou préciser son propos. Il faut savoir encore que le programme annuel des séances de Philopop porte sur un thème et sur une œuvre qui sont renouvelés tous les ans. Dans la mesure du possible, ce thème et cette œuvre sont traités en alternance. Cette année 2022-2023, le thème sera le châtiment, l'œuvre sera l'évolution créatrice de Bergson. J'en dirai plus loin quelques mots. L'an dernier, le thème traité était la mémoire, l'œuvre était L'être le néant de Jean-Paul Sartre. Dernière information pratique. Étant donné sa vocation populaire, les cotisations pour adhérer à Philopop sont peu élevées. 20 € pour les actifs, pour toute l'année, 15 € pour les retraités, 5 € pour les étudiants, les lycéens et les personnes sans emploi. L'association bénéficie de l'accueil du lycée Claude Monet, mais
ne touche aucune subvention. Aussi a-t-elle besoin de ses cotisations pour payer l'assurance, les photocopies, les déplacements de quelques professeurs de philosophie qui n'habitent pas Le Havre. Si vous souhaitez adhérer à Philopop, vous pouvez payer directement votre cotisation en assistant à la première séance. Et avant maintenant d'aborder le programme de la saison 2022-2023, je voudrais vous présenter la démarche de Philopop. Comme association populaire, elle est ouverte à tous. Cela signifie qu'elle ne s'adresse pas seulement à un public qui serait déjà initié à la philosophie. Il est important de le préciser. Et il est aussi important d'écarter ici un certain nombre d'images sur la philosophie qui peuvent impressionner, rebuter ou décourager. On s'imagine par exemple qu'il faut avoir un don particulier pour faire de la philosophie, et on craint alors de ne pas être à la hauteur. On s'imagine encore que la philosophie est une activité spéciale qui ne s'occupe que de sujets ésotériques et s'exprime en un langage obscur, et qu'elle serait en cela très éloignée des préoccupations et de la vie des gens ordinaires. On s'imagine enfin que le philosophe est une sorte de sage qui, du haut de sa sagesse, professe des leçons pour indiquer la voie qu'il faut suivre, la bonne manière de vivre. Si je modernise l'image, on voit encore ce philosophe comme un gourou médiatique qui intervient sur tout et a réponse à tout, et excelle dans l'art de parler. Ces images ont la peau dure et contribuent à présenter la philosophie comme une activité réservée à quelques-uns et exigeant des qualités exceptionnelles. Or, comme l'écrit le philosophe Descartes, le célèbre Descartes, au tout début de son discours de la méthode en 1637, je le cite, « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. » Par là, il ne désigne pas le bon sens populaire, qui n'est rien d'autre que le sens commun, encombré de préjugés. Le bon sens désigne ici la raison, qui est une faculté présente en chaque homme. Les hommes disposent tous de la raison, ils disposent tous de cette faculté qui leur permet de distinguer le vrai du faux et de penser par eux-mêmes. Ils n'ont pas à l'acquérir. Et dans la mesure où ils disposent tous de la raison, eh bien ils sont tous capables de réfléchir et de philosopher. N'en concluons pas cependant que les hommes font tous preuve de discernement dès qu'ils ouvrent la bouche, dès qu'ils formulent une opinion. Il ne suffit pas d'être capable de penser pour penser vraiment. Pour penser vraiment, il faut vraiment exercer sa raison. Or, c'est loin d'être toujours le cas, et je dirais même que c'est souvent loin d'être gagné. Car très souvent, on préfère suivre les opinions toutes faites, par habitude, par confort, ou simplement par paresse. On préfère les suivre sans se donner la peine de les examiner. On préfère s'en remettre à l'autorité ou au prestige de quelques maîtres penseurs qui savent nous en imposer. Ainsi, chacun est capable de penser, car chacun possède la raison, mais le problème est de l'exercer et de savoir l'exercer. Le problème, comme le montre Descartes dans son fameux discours de la méthode, le problème, c'est de suivre une méthode. Quant aux questions abordées par la philosophie, ce ne sont pas des questions que seuls les philosophes se posent. Ce sont des questions auxquelles nous sommes tous confrontés au cours de notre existence, aussi bien en tant qu'hommes qu'en tant que citoyens. Prenons par exemple la question de la vérité. Qui n'est pas un jour conduit à se poser cette question ? Suffit-il que la majorité de mes amis ou la majorité de mes concitoyens soient d'accord avec moi pour que j'aie raison ? Est-ce le nombre qui fait la vérité ? Est-ce par un sondage ou même un vote qu'on détermine la vérité d'un énoncé scientifique ? L'efficacité d'un vaccin ? Si ce n'est pas le nombre qui fait la vérité, est-ce le prestige ? Suffit-il qu'un homme soit réputé, grand spécialiste,
et qu'il jouisse d'une aura médiatique ou encore qu'il soit reconnu compétent par le pouvoir politique pour considérer que ses propos sont vrais. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui constitue alors vraiment la vérité d'un énoncé scientifique? Comment reconnaît-on sa vérité? En quoi peut-on dire que l'énoncé en question est scientifique? Exercer sa pensée, faire de la philosophie, eh bien c'est s'interroger de cette façon. C'est refuser de s'en tenir seulement à des croyances et à des opinions. Certes, un énoncé comme « la Terre est plate » est grotesque et absurde. Ça semble aller de soi, évidemment. Mais, pour le contrer, on ne peut pas se contenter de dire qu'il est faux et de déclarer qu'il est faux parce que le savant Galilée a montré que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil. Bien sûr, nous ne pouvons pas tous devenir des savants et des experts dans tous les domaines, mais nous devons au moins réfléchir aux raisons qui nous conduisent à faire confiance à tel ou tel savant au lieu d'en rester à une attitude passive. Alors, ce que j'ai dit de la question de la vérité, on pourrait le montrer aussi bien de celle de la justice, de la liberté, de la politique, de la morale. Ce sont là des questions que tous les hommes sont amenés à se poser et sur lesquelles s'expriment toutes sortes d'opinions discutables. Et, reconnaissons-le, seul, il n'est pas facile de les aborder, surtout quand on n'a pas l'habitude. Sans un interlocuteur auquel on puisse s'adresser, sans cet interlocuteur face auquel on puisse s'interroger, devant lequel formuler un problème, eh bien on peut éprouver un sentiment d'impuissance et on est tenté d'abandonner. Or, l'ambition de Philopop, précisément, c'est de permettre à tous ceux qui le souhaitent, quel que soit leur niveau d'études, d'accéder au questionnement philosophique en offrant les conditions d'un travail suivi. Oui, mais alors, de quelle manière Philopop compte-t-elle procéder pour y parvenir? Alors, pour répondre à cette question, je commencerai par dire qu'il faut éviter deux sortes d'obstacles. Il faut d'abord éviter des conférences hermétiques que seuls des spécialistes seraient en mesure de comprendre et qui décourageraient très vite l'auditoire. Mais à l'inverse, il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle le débat d'opinion, où chacun vient avec son opinion toute faite, et dans lequel on ne prend pas la peine et le temps de s'interroger vraiment sur son bien-fondé. L'échange d'opinion ne suffit pas à faire naître une réflexion. Trop souvent, dans un débat d'opinion, les interlocuteurs cherchent à faire valoir leur opinion, et ce sont ceux qui sont les plus habiles à prendre la parole, qui le plus souvent parviennent à s'imposer. On voit cela tous les jours à la télévision, où à la fin d'un débat, les sondeurs demandent aux téléspectateurs « Qui vous a paru le plus convaincant ?» Comme si la question essentielle, qui a raison, qui développe des arguments fondés, avait au fond peu d'importance. Un débat d'opinion peut produire du consensus. Il ne parvient pas nécessairement à éveiller le discernement, à faire naître la réflexion. Un véritable travail de réflexion consiste à soumettre ses opinions et les opinions d'autrui à l'épreuve d'une interrogation et d'un examen. J'ai dit ce qu'il fallait éviter. Nous verrons après la pause de quelle manière Philopop compte procéder pour aider à ce travail de réflexion. I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon.
pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cool beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me 2 good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me, and I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. De quelle manière Philopop compte-t-elle procéder pour aider la réflexion à s'élaborer? Pour apprendre à l'exercer, la formule d'un cours progressif paraît la solution préférable. Mais ici, il faut s'entendre sur ce qu'on désigne de cette façon. Un cours de philosophie n'est pas, comme on le croit souvent, un exposé de connaissances. Il ne consiste pas, en tout cas, il doit éviter ce travers, il ne consiste pas à exposer ce que les philosophes ont dit, comme s'il s'agissait de soumettre sa pensée à leur autorité, comme si la réflexion philosophique qu'ils ont produite se réduisait à une somme d'opinions savantes. C'est malheureusement ce qu'on voit faire parfois. Ainsi, on résume ce qui est censé être la pensée d'un philosophe, on déclare « voilà ce qu'il a dit », « voilà ce qu'il nous a fait savoir ». Et cette manière de faire, évidemment, ne permet pas d'entrer dans le questionnement du philosophe et sa démarche. Un cours de philosophie n'enseigne pas des doctrines, mais il montre comment l'examen d'une question, la vérité, la justice, la liberté, le travail, etc., etc. Donc comment l'examen d'une question conduit à formuler un problème précis, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Pour reprendre notre exemple, si la vérité scientifique n'est pas affaire de suffrage, si elle ne dépend pas de l'autorité d'un homme, aussi prestigieux soit-il, à quoi peut-on la reconnaître? Tel est le problème à résoudre. Et c'est à partir de sa formulation que peut vraiment commencer la réflexion. Dans mon effort de réflexion, je peux être aidé par la lecture d'un philosophe. Mais cette lecture n'a aucun intérêt s'il s'agit seulement d'en parler comme si ce philosophe s'était contenté d'énoncer une opinion, une parmi d'autres, sur la question.
Cette lecture a un intérêt parce qu'elle me donne les moyens d'avancer dans ma propre réflexion, d'éclairer telle ou telle difficulté, de mettre en question telle idée reçue et de proposer une solution raisonnée au problème qui est posé. Un exemple. L'an dernier, à Philopop, nous avons réfléchi sur la mémoire. Or, la question qu'on pose traditionnellement est celle de savoir pourquoi on peut conserver les souvenirs d'un passé qui a disparu. Or, justement ici, l'intérêt de la lecture du philosophe Henri Bergson est de montrer que c'est là un faux problème. Elle permet de montrer que l'idée ordinaire que nous faisons de la mémoire est tout à fait discutable. Nous nous la représentons comme un magasin qui conserve des souvenirs. Personne montre que c'est là une représentation fausse. La mémoire n'est pas une faculté de conserver des souvenirs, elle est le passé lui-même que nous avons vécu et qui de lui-même se conserve dans le présent. Ainsi, le vrai problème n'est pas celui de savoir pourquoi et comment nous conservons les souvenirs de notre passé, il est au contraire celui de savoir pourquoi nous les oublions, pourquoi notre passé n'est pas intégralement présent à notre conscience. Donc la lecture d'un philosophe n'est possible que si on entre vraiment dans sa démarche, que si on en comprend véritablement les arguments. Il ne sert à rien d'entendre parler de Platon, Spinoza ou Bergson si je me contente d'enregistrer un résumé de leurs pensées que d'autres ont fait pour moi. Et tous les ans, nous consacrons des séances à la lecture d'une œuvre philosophique, donc dans le cadre de Philopop. Je vous ai parlé de Bergson parce que précisément cette année, nous aborderons la lecture d'une de ses grandes œuvres, qui est L'évolution créatrice, parue en 1907. Il est donc temps de vous présenter brièvement le programme de la saison 2022-2023. Qui est d'abord Bergson, puisque nous allons lire L'évolution créatrice. Contrairement à l'apparence de son nom, c'est un philosophe français. Il est né à Paris en 1859 dans une famille d'émigrés, d'un père polonais et d'une mère anglaise de confession juive. Il devient français à sa majorité par le droit du sol, c'est-à-dire par le seul fait d'être né en France. Ses études brillantes le portent d'abord vers une carrière scientifique. C'est un remarquable mathématicien, mais il choisit la philosophie. Il est reçu à l'école normale supérieure, puis à l'agrégation de philosophie, la même année que Jean Jaurès, en 1881. Il embrasse alors une carrière de professeur de philosophie. Alors, son œuvre philosophique se déploie sur près de 40 ans. Elle a un grand retentissement au-delà même de la France. Personne connaît une célébrité mondiale. Il reçoit ainsi le prix Nobel de littérature en 1928. Il n'y avait pas de prix Nobel de philosophie. Et ce n'est pas seulement un philosophe reconnu, c'est un homme qui n'hésite pas à s'engager dans la vie politique et institutionnelle. Son engagement le plus important est certainement la mission que lui a confiée le ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand, en 1917, mission d'aller convaincre le président américain Wilson d'entrer en guerre aux côtés des Alliés. Personne parlait couramment l'anglais. Après la guerre, Bergson participe à une commission de la Société des Nations destinée à favoriser la coopération intellectuelle et il meurt au début de la Deuxième Guerre mondiale en 1941, à l'un des moments les plus sombres que vive la France. Et alors qu'il avait envisagé de se convertir au catholicisme, dont il se sentait très proche, eh bien il préfère rester dans le judaïsme
qui est la religion de ses aïeux, de sa famille, afin de se démarquer de l'antisémitisme qui menace les Juifs. Alors, quant à son œuvre, l'évolution créatrice, on peut considérer que c'est l'une des 4 œuvres majeures écrites par Bergson. Comme je vous l'ai dit, elle paraît en 1907. Alors, en si peu de temps, bien sûr, je ne peux donner qu'un aperçu très sommaire de cette œuvre. Disons que elle est le grand livre que Bergson consacre à la question de la vie. Et il est conduit, de ce fait, à se confronter aux grandes théories de l'évolution de son époque, notamment la théorie de Darwin. Son ouvrage commence par une réflexion sur le temps et la mémoire, pour souligner le fait que les phénomènes de la vie sont des phénomènes temporels. Ce sont des phénomènes qui durent, et que la vie est essentiellement un processus constitué par le changement. Elle désigne ce qui, dans le vivant, produit constamment de la nouveauté. Or, notre intelligence, qui est l'un des produits de la vie, est un instrument destiné surtout à l'action qui ne peut pas saisir la nature de la vie, car elle ne saisit que du fixe. Il faut donc se mettre en quête d'une autre méthode que celle fournie par l'intelligence pour en appréhender la nature. Et c'est ce que va faire Bergson dans l'évolution créatrice. Quant au thème du châtiment, qui sera le thème traité cette année, il mérite déjà une interrogation concernant le terme lui-même. On emploie aujourd'hui le terme de châtiment assez rarement. On lui préfère celui de punition, de peine. Le terme de châtiment nous apparaît en effet surtout comme un terme religieux. Et c'est déjà la source d'une première interrogation. Quoi qu'il en soit, le châtiment est une sanction qui est la conséquence d'un jugement. On sanctionne une faute en infligeant un châtiment. Le châtiment est ainsi un mal infligé à un homme qui s'est rendu coupable d'avoir commis un mal, et ce mal est appelé un crime. On voit à partir de là toutes les questions qui se posent. Qui a autorité pour en juger et pour prononcer la sanction? Le châtiment n'est pas appréhendé seulement comme une affaire humaine. La lecture de la Genèse et celle des grandes tragédies grecques antiques montrent qu'il a aussi une dimension religieuse. Quel rapport y a-t-il entre le crime commis et le châtiment infligé? C'est là peut-être qu'on peut comprendre la différence entre le châtiment et la peine. Le châtiment n'a-t-il pas avant tout la fonction de châtier, c'est-à-dire on s'en prend au coupable pour l'amender, le corriger, en le frappant d'un mal compensatoire? Et la peine n'a-t-elle pas au contraire pour fonction de rétablir la victime dans ses droits, de réparer le dommage qu'elle a subi? N'est-elle pas une dette dont on doit s'acquitter auprès de la victime? Ce sont là des questions qu'il faudra bien sûr se poser. Le thème du châtiment nous conduira en tout cas à l'examiner dans toutes ses dimensions religieuses, morales, juridiques et politiques. Et nous aurons l'occasion de réfléchir aussi bien à partir d'une grande tragédie comme l'Orestie du poète tragique Échille, qu'à partir de grands textes de philosophie politique comme L'Esprit des lois de Montesquieu, Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, ou encore le traité des délits et des peines du philosophe italien Beccaria. Chers auditeurs de Westrack, je vous rappelle que la première séance de Philopop aura lieu le jeudi 22 septembre au lycée Claude Monet du Havre et que vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site internet de Philopop. Je vous remercie de votre attention
Et je reviens vers vous sur Westrack le mois prochain pour la prochaine émission des Rendez-vous de Philopop. À bientôt!